Donc d'abord, bonjour à tous. Bienvenue à ce café débat Comwat TV, donc spécial médias et énergie renouvelable. Donc voilà, comme vous le savez, tous les mardis soirs, nous donnons la parole aux acteurs de terrain, donc eh bien des chefs d'entreprise, des militants, des citoyens aussi, des responsables d'associations qui vivent au quotidien l'écologie, alors qu'ils soient pour ou contre la transition énergétique. Ici, pas de langue de bois, on argumente et on écoute dans le respect et la détente. Donc ce soir, on va aborder la question centrale du rôle des médias dans le développement des énergies renouvelables. Alors, si je vous dis Convention citoyenne, accord de Paris et COP21, GIEC, essor du renouvelable versus baisse du nucléaire, fermeture de centrales, notamment de Fessenheim, ou encore pacte vert pour l'Europe, les aides à la rénovation thermique des bâtiments, voitures électriques, enfin bon, beaucoup de sujets. Bref, les questions d'écologie et de transition énergétique ont pris une vraie place dans le débat public depuis cette dernière décennie. Alors, sur cette question, les avis des médias sont souvent variés, hétérogènes, sans consensus, comme s'il était impossible pour les médias d'aborder ces questions de façon neutre, technique et objective, alors même qu'il y a un consensus scientifique. Alors, comment sont traitées ces informations et ces débats par les médias? Les médias peuvent-ils réellement échapper aux positions politiques et idéologiques sur la transition énergétique? Et quels jeux d'influence et de pouvoir sont à l'œuvre et comment s'en prémunir? Bref, comment les médias influencent-ils le développement des ENR et la perception des citoyens du monde sur ces questions? Alors, ce sont beaucoup de questions que nous posons aujourd'hui donc, à notre invité. On a le grand plaisir donc, de recevoir Patricia Laurent, qui est cofondatrice et directrice de la rédaction de Green Univers, qui est le média leader des professionnels de la transition énergétique en France. Alors Patricia, bonjour. Bonjour, bonjour David, merci pour l'invitation. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté ce débat. Alors, pour l'amorcer, moi, je vous propose déjà de vous présenter, de nous présenter votre média, ce qu'est Green Univers, ainsi que votre parcours. Je vous laisse la Eh parole. ben, bien volontiers, mais merci. Alors, je vais commencer par mon parcours. En fait, moi, je suis journaliste de formation spécialisée dans l'économie. Et donc, j'ai eu un parcours, j'ai travaillé pour différents journaux économiques, hein, ou des rubriques échos de magazines, type Le Point, Les Échos, Liaison sociale, Entreprises et carrières, avant d'être à l'usine Nouvelle, donc hebdomadaire de l'industrie, où j'ai occupé différentes fonctions et où j'étais rédactrice en chef adjointe, hein, et je supervisais différents domaines, dont l'environnement. Et j'en suis partie en 2008 pour créer Green Univers avec deux associés, Laurence Benamou et Julien Foulquier. Laurence étant aussi journaliste comme moi, et Julien, c'était le côté web et sérieux entrepreneur, parce que nous, on n'avait jamais créé d'entreprise de notre vie, donc on a tout découvert en créant une entreprise de presse. D'accord. Et donc, on a créé Green Univers, maintenant il y a un peu plus de 12 ans. Donc médias en ligne, donc dès le départ 100% web. C'était un peu le moment où il y avait une éclosion de sites web, il y avait eu des sites d'information, alors comme Rue 89, Mediapart, et où en fait la presse traditionnelle voyait arriver Internet avec évidemment beaucoup d'inquiétudes. Les médias traditionnels commençaient à beaucoup souffrir, à être dans une crise assez compliquée, avec une baisse des recettes, une baisse des ventes. Et à côté de ça, donc Internet arrivait, c'était encore un peu la jungle, hein, et des journalistes s'étaient lancés pour créer des médias sans beaucoup de moyens. C'était l'avantage d'Internet, parce que créer un journal papier, ça coûtait très cher. Internet, au moins, ça coûtait pas cher, donc on pouvait se lancer assez vite, assez facilement. Et donc on s'est dit avec Laurence,
Heu, Moi, je voyais la préoccupation environnementale, quand j'étais à l'usine Nouvelle, prendre de plus en plus d'importance pour les entreprises. On commençait à avoir des entreprises qui se créaient, de plus en plus nombreuses dans le secteur, de l'énergie, des énergies renouvelables et on sentait qu'il y avait un besoin, qu'il y avait pas vraiment de médias qui répondaient à ces professionnels-là. Nous, à l'usine Nouvelle, on en parlait, mais de manière ponctuelle et plusieurs fois, des dirigeants nous avaient dit: «Mais vous devriez créer une lettre spécialisée parce que c'est un sujet qui monte en puissance et on a besoin d'informations sur le sujet». Et donc j'ai entendu ça plusieurs fois et puis finalement je suis partie avec, Laurence et Julien, on a créé Green Univers, donc 100 web, en s'adressant à cette communauté de professionnels. Alors au départ des secteurs, ce qu'on appelait les clean tech, donc c'était assez large parce que c'était plus confus que maintenant. Donc on dans le contenu éditorial, on parlait, on avait un côté, on faisait des articles, c'était sur l'économie, sur les entreprises, sur les marchés, mais on pouvait aussi bien parler des énergies renouvelables qu'au départ de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau. Et puis au fil des années, tout ça a évolué. Les marchés sont devenus beaucoup plus matures et notamment les marchés liés à l'énergie, les marchés de la transition Mmh. énergétique. Donc on ne pouvait pas tout couvrir. C'est là où il se passait le plus de choses parce qu'il se passe toujours beaucoup de choses sur ces marchés de la transition énergétique. C'est pas Ouais, à vous comme moi que je vais l'apprendre, que ce soit on a tout une à fait. moratoire solaire, etc. Enfin, toujours, il y a une réglementation des politiques publiques qui font qu'il se passe toujours beaucoup de choses. Et du coup, petit à petit, on sait au fil des années, notre positionnement éditorial a un peu évolué. Aujourd'hui, on se définit vraiment comme le média des professionnels de la transition énergétique. Donc, on s'adresse aux entreprises, aux investisseurs, aux institutionnels type l'ADEME, ministère, etc., à tous ceux qui ont besoin d'informations au quotidien sur ces marchés de la transition énergétique. D'accord. Alors, je vais vous poser une question directe. Allons-y. Les on va entrer dans le vif du sujet. Les médias peuvent-ils être réellement neutres sur la question écologique et énergétique? Alors, ça dépend de quels médias on parle. Nous, on est un média professionnel, donc on s'adresse à des gens comme vous, à qui on ne va pas raconter n'importe quoi parce que c'est leur métier au quotidien, donc ils connaissent ça parfaitement bien. Donc on a besoin d'être pointu et d'être le plus pro Mmh. possible parce que sinon notre modèle économique, c'est de vendre des abonnements, et si on leur apporte pas une information utile pour leur job, ils vont pas s'abonner. La neutralité, ça dépend d'un peu d'où on parle en fait et comment on se situe. Pour les médias grand public, la question est un peu différente parce qu'ils ne s'adressent pas aux professionnels. Eux, ils vont informer effectivement, sur l'écologie, sur la transition énergétique. Alors, on sait bien que certains, en fonction de leur positionnement, peuvent être un peu plus favorables, à certaines énergies que d'autres. La neutralité parfaite, elle est probablement très difficile à trouver parce qu'on a toujours, Mmh. on parle de quelque part et on s'adresse à une communauté. Donc la neutralité complète, c'est compliqué. En revanche, ce qui est important, je pense, c'est d'être, ce qu'un média doit être, ce que des journalistes doivent être, c'est-à-dire sérieux, rigoureux, recouper leurs sources, revenir à la base, de ce qu'on apprend, c'est-à-dire pas avoir un seul son de cloche, essayer de croiser les sources, vérifier ces infos et d'où Mmh. qu'elles soient, qu'on soit dans un média grand public ou un média professionnel. Oui, mais ça revient à se poser la question, qu'est-ce qu'un média? Au sens traditionnel du terme. Alors un média, ça a beaucoup évolué, ça évolue encore beaucoup. Aujourd'hui, il y a une confusion, c'est vrai. Les journalistes, ils sont pas pour rien, parce qu'effectivement, avant, on avait, le média traditionnel, voilà, qui diffuse de l'information, à ses lecteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sources d'information à l'heure des réseaux sociaux. Tout le monde peut diffuser des, entre guillemets, «informations». Mmh. Sauf que, tout le monde ne fait pas un travail de journaliste. Un journaliste digne de ce nom, digne de sa fonction, il doit faire un boulot de vérification. Il doit faire son boulot le plus sérieusement possible. C'est pas toujours facile parce que parfois il se fait mener en bateau, parfois il n'a pas les moyens de vérifier, pas les moyens de toujours bien recouper. Il peut mal comprendre quelque chose. On essaye évidemment, il y a des lobbies, donc on essaye de l'induire en erreur. Donc c'est assez compliqué. Dans beaucoup de rédactions, Mmh. il y a eu une difficulté et les médias sont en crise, donc il y a moins de moyens, donc moins de journalistes, donc ils ont moins de temps pour faire des enquêtes. Il faut aller vite, il faut produire. Et du coup, dans cette course, on fait parfois moins bien son boulot, hein, il faut quand même être honnête. Donc c'est pas toujours simple. Et à côté de ça, il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de diffuseurs de news en tout genre via les réseaux sociaux. Et là, ils diffusent. Alors certains font des choses formidables, hein. Il y en a qui font un boulot quasi journalistique, qui vont vérifier, faire des choses sérieuses. Et puis il y en a d'autres qui vont balancer
des fake news et autres, qui vont être reprises, faire boule de neige, y compris être reprises un peu trop vite par des gens sérieux. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une confusion et que je pense qu'il est important, et c'est vrai pour la transition énergétique et c'est vrai pour tous les médias, et c'est important de revenir à la base et effectivement de rappeler un média, ça doit vérifier ses sources, ça ne doit pas reprendre juste des news comme ça, sinon c'est pas un vrai boulot de journaliste. Et je pense que c'est très important de revenir un peu à ces bases de rigueur, quel que soit le média, qu'on s'adresse au grand public ou aux pros. Tout à fait, tout à fait. Mais par rapport aux réseaux sociaux, vous diriez, est-ce que vous les qualifieriez de médias d'information? Ça dépend. Un média social qui est fait par un média, oui, par exemple, le compte Twitter, du Monde ou du Figaro, bon, c'est des médias. A priori, ils font un boulot de journaliste. Simplement, ils Mmh. utilisent un autre canal que leur site web ou leur quotidien. Mais en principe, ce qu'ils doivent diffuser ou les Échos, c'est quelque chose de sérieux. Donc oui, ça, c'est de l'information. En revanche, quand c'est par exemple, un syndicat professionnel fait pas un média. Un syndicat professionnel, il défend des intérêts, c'est pas un média. Donc, Tout à il fait. va utiliser les réseaux sociaux, mais il est là quand même pour défendre ses adhérents, faire valoir une cause. C'est pas la même chose. Un média Oui, doit pas faire ça. on est dans la notion de groupe de pression, là. Voilà, oui, absolument. Alors c'est Mmh. important aussi, hein, c'est complémentaire, c'est autre chose, mais c'est pas un média d'information. De même que, il y a plein, et dans la transition énergétique, on sait bien que ça suscite des débats, sans fin, qu'il y a les pour, les contre, et cetera, pour l'éolien, contre l'éolien, et cetera. Donc toutes les personnes qui diffusent via Twitter, via LinkedIn, non, ce sont pas des médias, ce sont des gens qui s'expriment, mais c'est plus des gens qui expriment leur opinion souvent. Alors, je vais passer la parole à Alain Mirabel, qui a levé la main. Hop. Là, par contre, il faudrait que vous allumiez votre micro. Je vous en prie, allez-y. Bon, oui, il y a un problème là de tous les médias d'ailleurs, parce qu'il y a un joli scandale. C'est l'histoire euh, de l'EDF. Comment vous dire, on a fait pour soi-disant la concurrence. On a fait, il y a Engie, il y a plein de trucs. Ça, c'est pas de l'écologie, ça, hein, on dépense. Le prix de l'électricité, EDF le vend moins cher que ce qui lui-même vend. Et là, les médias, on les entend pas, là. Parce que ça, c'est un scandale, ça, hein. D'accord, vous parlez de l'ouverture à la concurrence et le fait que les médias ne le relayent pas suffisamment. C'est une concurrence faussée. C'est une concurrence faussée. Ils vendent l'électricité moins cher que ceux qui devraient la vendre. Elle est fabriquée de toutes parts, cette concurrence. Et ça, c'est pas de l'écologie. D'accord. C'est pas de l'écologie en plus. Donc là, vous parlez de la couverture médiatique, en fait, insuffisante sur ces questions-là. C'est ça. La vérité, quoi. D'accord, La d'accord. vérité, elle peut courir, quoi, hein. On va laisser On va pas chercher dans les Madame conflits. Laurent répondre. Je vous remercie en tout cas de votre question. Alors, oui, la question du prix de l'électricité, effectivement, en France, c'est un sujet compliqué. D'EDF, c'est compliqué. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Euh, je pense qu'on ne peut pas dire que les médias n'en parlent pas. Il y a eu pas mal d'articles là ces temps-ci sur justement le prix de l'électricité, pourquoi le prix de vos factures va monter. Donc, il y a eu un travail un peu pédagogique de certains médias quand même pour expliquer effectivement comment ça fonctionnait, pourquoi effectivement la concurrence n'avait pas exactement fonctionné comme on aurait pu le penser. Et effectivement, il y a pas mal alors derrière, oui, il y a des questions qui se posent. Quel avenir pour EDF, quelle place pour la concurrence? C'est sûr qu'il y a plein de choses à aborder. Mais il y a quand même, je pense que quand même dans des médias assez grand public, moi j'ai vu passer des choses sur ces sujets-là, dont certains faisant un travail d'explication pour essayer d'expliquer où on en est, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait effectivement que EDF vend son électricité à tel prix et que du coup, effectivement, ça peut fausser la concurrence. Il y a quand même des choses qui sont sorties, je trouve, dernièrement. Et alors, est-ce que c'est de l'écologie? C'est sûr que c'est pas, je vous rejoins, je suis pas complètement sûre que ce soit de l'écologie au sens strict, hein. Merci de votre réponse. Mais je vois que tout cet argent dépensé pourrait par exemple le dépenser pour mettre davantage d'éoliennes,
de panneaux solaires, et puis les centrales hydromotrices, là, comme la RALS. Vous savez, oui, marémotrice. elle est vieille comme le monde, on aurait pu en faire d'autres. Parce que Ah bah c'est ça, rentable. oui, alors là, en fond, effectivement, c'est aussi les choix énergétiques. C'est quel choix énergétique pour la France? Est-ce qu'on a eu le nucléaire? On a toujours beaucoup le nucléaire. Qu'est-ce qu'on privilégie? Après, ça c'est un débat Là, on compliqué où revient sur la chacun a son notion. opinion. Là, on revient sur la notion de lobbying. Mais je vais passer la parole à une autre personne. Je vous remercie, hein, monsieur Alain, monsieur Mirabel. Hop. Alors, quelqu'un a levé la main. Vous pouvez prendre la parole, si vous voulez. Bah, non. Bon, tant pis. Bon, tant pis, on va continuer. Alors, est-ce que vous considériez que les médias sont encore aujourd'hui le quatrième pouvoir? En effet, si on regarde un peu le paysage médiatique d'aujourd'hui, on voit quand même que les médias appartiennent finalement à 10 personnes, hein, en France. Donc cette très forte concentration, face à cette très forte concentration, comment garantir selon vous la liberté de l'information et le pluralisme de la presse? Et surtout sur des questions, notamment d'écologie. Voilà. Alors, est-ce que c'est le cas? Il y a plusieurs choses. Est-ce que c'est toujours le quatrième pouvoir? Ah oui. Ça se discute sur, si quand on voit par exemple, alors je vais prendre un sujet qui a rien à voir, mais sur des questions, d'affaires politiques, on a bien vu que la presse avait quand même encore un gros pouvoir. Si on pense à des affaires, relativement récentes, y compris la dernière élection présidentielle, par exemple, c'est le Canard enchaîné qui a révélé, Mmh. ce qui est devenu l'affaire Fillon, les éléments de l'affaire Fillon. Donc là, c'est un média qui a quand même eu un sacré pouvoir puisque finalement le candidat a eu le parcours qu'on connaît. Donc il y a eu d'autres affaires comme ça qui ont été effectivement sorties par des journalistes. Donc en ce sens-là, effectivement, les médias gardent quand même un pouvoir. C'est le pouvoir d'investiguer, c'est le pouvoir d'aller chercher des informations qui vont pas forcément remonter. Ça prend du temps, c'est faire des enquêtes, c'est ce que font un certain nombre de journalistes dans différents médias. Et évidemment, c'est très important. Après, il y a le rôle, ce que vous disiez, qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une concentration dans les mains d'un nombre restreint. Alors ça, c'est un peu ce que j'évoquais rapidement, c'est-à-dire la crise de la presse, hein, qui fait que la presse a besoin d'argent pour exister, qu'elle se vend pas assez. Il n'y a pas assez de gens qui achètent la presse. Et donc, du coup, c'est de moins en moins rentable. Donc, du coup, les journaux passent de main en main. Il y a des plans de restructuration et Mmh. c'est assez compliqué de travailler effectivement de manière sereine parfois dans des rédactions parce que les conditions économiques sont pas là, comme dans des entreprises d'autres secteurs. Et du coup, effectivement, il y a des rachats, il y a des gens qui constituent des groupes de presse, et puis du coup, un petit nombre de gens qui veulent détenir un certain nombre de journaux. Alors, c'était pas nouveau parce que les industriels se sont toujours passionnés par la presse. Et ils ont toujours, dans l'histoire des médias, acheté des médias. Il y a un petit côté, c'était prestigieux d'avoir un média, ça le reste un peu, effectivement. Bernard Arnault, qui a racheté les Échos, qui a le Parisien, effectivement, il a tout un pôle de presse. Donc, par rapport à ça, effectivement, il faut que les journalistes de ces rédactions-là, nous, on est indépendants, donc on n'est pas concernés, donc il Mais reste des médias comment vous indépendants. conservez d'ailleurs votre indépendance? Mais par rapport oui, je vais vous expliquer, je vous précise juste par rapport à ça, il faut effectivement que les journalistes qui sont dans ces rédactions-là s'organisent, souvent ils ont des sociétés des rédacteurs, pour être vigilants à ce qu'effectivement ils puissent réaliser leur travail dans de bonnes conditions et ne pas se laisser imposer. Par exemple, les Échos, quand ils citent le groupe Arnault, présent dans multiples domaines, en général, quand ils citent une entreprise, ou même ils précisent propriétaire des Échos. Effectivement, c'est la moindre des choses, faut le dire, c'est factuel, mais c'est honnête de le rappeler, je pense. Donc, mais après, c'est vrai que, effectivement, il faut que les journalistes soient vigilants et se battent. Nous, pour garder notre indépendance, c'est simple, aujourd'hui, c'est en étant rentable. Hein, parce que finalement, la rentabilité, c'est la meilleure garantie pour rester indépendant. Au départ, on a été aidé par des business angels. C'est ce que je vous disais, l'avantage d'Internet, c'est qu'à
ça coûte pas cher. On n'était pas riche, on ne pouvait pas se lancer un journal. On a mis très peu d'argent au départ. Au départ, on a perdu de l'argent quand même, hein, les premières années, parce qu'on vend des abonnements et le temps de convaincre les entreprises de s'abonner. Aujourd'hui, bah, on a trouvé notre public et grâce aux abonnements qu'on vend, on est rentable et du coup, on n'est pas obligé d'aller chercher de l'argent ou de se vendre à un groupe. On est pour l'instant maître de notre destin. On parlait de lobbying tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez donner un peu une définition de ce qu'est finalement un groupe d'intérêt, un groupe de pression, enfin bon. Et est-ce que le lobbying anti-ENR existe vraiment? Est-ce que vous l'avez constaté? Est-ce que vous le vivez au jour le jour? Voilà. Oui, on le constate. Oui, franchement, il existe. Alors, il y a du lobbying anti-nucléaire, il y a du lobbying anti-ENR. Le lobbying, il y en a partout et je crois qu'effectivement, il y a du lobbying plus ou moins caché, plus ou moins honnête. C'est vrai que quand on regarde, par exemple, au niveau européen à Bruxelles, le lobbying, c'est quelque chose de reconnu. Il y a des Mmh. groupes, par exemple des groupes industriels, ils ont des représentants officiels qui font du lobbying. C'est un fait, c'est voilà, il y a des gens qui essayent de faire pression pour faire peser, dans les décisions politiques, dans la réglementation, pour défendre leurs intérêts. En France, c'est plutôt plus caché. On est un peu moins transparent sur les lobbies et l'action des lobbies mais c'est vrai qu'il y a bien sûr qu'il y a des lobbies, et nous, on le voit. Par exemple, c'est vrai que quand on écrit un article sur l'éolien, en général, ça déchaîne alors que nous, on est un média professionnel, mais malgré tout, quand on écrit sur l'éolien, on voit bien que c'est repris et qu'il y a pas mal d'associations anti-éoliens qui tout de suite reprennent les articles sur les réseaux sociaux. Enfin, dès que ça, c'est vraiment un sujet, l'éolien, qui prête énormément à polémique et même nous qui essayons d'être factuels, économiques, bah, même nous, nos articles, on voit bien que c'est tout de Mmh. suite repris, transformé, exagéré, enfin après, c'est totalement amplifié, notamment sur les réseaux sociaux. Et vous diriez que c'est un atout ou une menace pour la démocratie? Ou ni l'un ni l'autre d'ailleurs? C'est difficile, à la fois, c'est l'expression de la démocratie, hein, qu'il y ait des lobbies, qu'il y ait des opinions différentes, que chacun puisse s'exprimer, les anti-éoliens, les pro-éoliens, les anti-nucléaires, les pro-nucléaires. Dans une démocratie, c'est normal. Après, il faut être conscient de ce travail et effectivement, il faut bien regarder parce que parfois, on vous balance des études en vous disant, je vais dire n'importe quoi, mais en vous disant, ou attention, les voitures électriques ne sont pas si propres que ça parce qu'il faut tenir compte de l'analyse du cycle de vie, etc. Et on va vous asséner quelques chiffres et hop, on vous Mmh. déclare comme un état de fait quelque chose, comme une vérité absolue. C'est bien d'aller un peu gratter derrière et de regarder qui est à l'origine de l'étude. Est-ce qu'il y a Tout à fait. vraiment eu un travail sérieux de fait? Et ça, souvent, c'est très compliqué. Les médias se font avoir eux-mêmes parfois parce qu'ils vont trop vite. Nous, on a pu se faire avoir nous-mêmes probablement, hein, parce qu'on ne va pas aller assez aller creuser pour voir d'où ça vient, qui s'exprime. Mais à côté de ça, tout le monde, même les ONG, hein, font du lobbying. Alors avec chacun défend ses positions. Donc effectivement, il faut faire la part des choses et c'est toujours bon d'avoir plusieurs sons de cloche pour essayer de se faire une position et on peut expliquer, voilà, il y a tel avis, mais c'est toujours pareil de revenir à la rigueur, aux basics, pour essayer de ne pas tomber dans les pièges du lobbying. Alors Gilles nous pose une question, quels sont les principaux arguments utilisés par les contre-éoliens? Les opposants à l'éolien, c'est souvent des questions, bah, de paysage. Ça abîme les paysages, ça détruit les paysages. Il y a aussi le fait que ça produit pas assez. On dépense beaucoup d'argent, monsieur Alain disait, on pourrait mettre plus d'argent pour mettre sur le solaire et l'éolien, mais tout le monde n'est pas de son avis. Il y a des gens qui disent au contraire, on en met trop sur l'éolien, ça coûte très cher par rapport à ce que ça peut produire. Donc ça fait partie, ça, le côté, l'intermittence des énergies renouvelables, c'est un des grands classiques. Tout à Et fait. pour l'éolien, beaucoup effectivement, bah, les paysages, ça Et, mite le paysage et ça détruit des sites. D'accord. je me suis, j'ai enlevé le micro qui était coupé, excusez-moi. Désolé pour ma voix, je sors de maladie, donc Pas grave. j'ai un peu de mal pour parler. Mais c'était pas le Covid, donc une des questions, c'est que si le renouvelable, je peux concevoir que les gens ils aiment pas trop d'un point de vue paysage et notamment dans des endroits qui sont assez plats et donc du coup on voit les éoliennes à une distance très, très éloignée, on arrive à les repérer. Euh, Est-ce que ces arguments sont quand même soutenus si on considérait l'offshore éolien, quoi?
parce que c'est déjà plutôt loin des yeux et en plus de ça, la capacité à produire de l'électricité en grande quantité est beaucoup plus importante. Les performances d'offshore éolien sont vraiment significativement plus développées que ce qu'on peut trouver sur le terrestre. Et en fait, est-ce que l'éolien, en fait, le futur de l'éolien, c'est plutôt que de l'offshore et pas de l'onshore? Oui, c'est une Merci pour bonne votre question. Ah ouais, non, c'est vrai qu'effectivement, l'éolien offshore, la donne est un peu différente. Côté paysage, pour peu que les éoliennes soient pas trop près des côtes, déjà, effectivement. Après, il y a d'autres arguments contre l'éolien offshore qu'on voit passer. Il y a le problème des oiseaux. Effectivement, les pales très puissantes, si c'est sur le passage de certains oiseaux migrateurs, bon, ça peut poser des problèmes. Je vois que quelqu'un parle des pylônes. Effectivement, il y a le problème des pêcheurs qui sont très remontés contre l'éolien offshore. Il y a plusieurs, en France actuellement, il y a pas mal de comités de pêche qui sont en discussion assez salée avec des développeurs éoliens parce que, alors après, il y a une question aussi d'argent, hein, au bout d'un moment, soyons clairs. Effectivement, ils demandent des compensations parce qu'ils disent que les parcs vont être installés dans des zones de pêche et que du coup, bah, eux, ils vont y perdre pour leur job. Donc, en ce moment, l'éolien offshore en France a beaucoup ce sujet-là de problème avec les pêcheurs. Au final, il y aura toujours quelqu'un qui est pas content par rapport à quelque chose, quoi. Ah, ça c'est clair, ça, vous avez raison. Il y aura toujours effectivement, mais en France, c'est vrai que c'est particulièrement sensible sur le paysage. On voit bien, il y a plusieurs très gros projets ENR. Il y en a aussi dans le solaire, des gros projets qui ont été présentés récemment. Il y en a un, par exemple, porté par Engie et Neoen, dans le sud-ouest, dans les Landes, qui nécessiterait de couper un certain nombre d'arbres de la forêt des Landes pour installer une grande centrale solaire, et après avoir une production d'hydrogène vert. Donc c'est jamais simple parce que d'un côté, bah, c'est des énergies renouvelables, donc c'est plus vertueux. Mais c'est vrai qu'il faut trouver le foncier qui va bien. Et quand, enfin, dans un pays comme la France, on n'est pas les États-Unis, on n'a pas des grandes étendues désertiques. Donc du coup, et bah, du coup, y a pas mal d'opposition en France aux grands projets ENR, effectivement. Ça part assez vite, hein. C'est vrai. Il y a des pays, par exemple l'Espagne, qui se développe beaucoup dans le solaire. Il y a pour l'instant moins d'opposition effectivement à développer des grandes centrales solaires au sol en Espagne. Alors, il y a plus de régions désertiques, mais en France, bah, c'est vrai que c'est un sujet qui coince. Merci pour cette réponse très complète. Je vais passer la parole à Adam, qui souhaitait poser une question. Oui, bonsoir. Ma question, c'était juste par rapport à un des arguments des anti-éoliens, c'était le bruit en fait sonore. Donc, je ne sais pas la fiabilité de cet argument. Est-ce que c'est vrai ou pas? Merci. Oui, vous avez raison. J'en ai pas parlé, mais effectivement, vous avez raison. La dimension sonore est aussi souvent mise en avant par les anti-éoliens. Alors, il y a des études qui sont faites, il y a des études parfois contradictoires, il y en a aussi qui disent que ça a un impact sur l'élevage, sur la traite des vaches, enfin, il y a tout un tas de choses. Globalement, il y a des efforts qui sont faits par les développeurs pour améliorer, notamment au niveau du bruit, qui effectivement pourrait parfois être un problème. Donc, il y a pas mal, la technologie s'améliore pour réduire cette nuisance le plus possible. Et puis, en plus, la réglementation fait qu'on ne peut pas s'installer trop près des maisons, effectivement, pour éviter qu'il y ait des nuisances sonores. Donc, ça tend à s'améliorer. Après, sur toutes les études, il faut voir un peu sur chaque site, hein. C'est vrai qu'on a régulièrement quelqu'un qui n'est pas content parce qu'on lui a installé un parc éolien. Après, ces arguments ne sont pas toujours complètement fondés quand même. Mais ça peut avoir des conséquences. Actuellement, il y a un développeur, par exemple, qui a un parc en exploitation, le groupe Valeco. Bien là, il a été condamné à enlever ses éoliennes. Enfin, il fait appel, donc, mais sinon, il a 4 mois pour retirer ses éoliennes parce qu'il a été condamné par la justice suite à un procès qui a été fait par des ONG qui disaient notamment qu'il y avait eu des problèmes avec des oiseaux et qu'ils avaient construit sur une zone où ils n'auraient jamais dû être autorisés à construire.
Et là, la justice vient de prendre une décision qui a un peu fait frémir dans la filière éolienne, parce que c'est carrément, là, on ne parle pas d'un permis de construire à autoriser, on parle d'un parc qui produit déjà, qui est en exploitation, et où la justice, là, pour l'instant, a condamné le producteur, le développeur producteur, à retirer ses éoliennes sous 4 mois. Il va aller en appel, l'affaire n'est pas finie, hein, il a des arguments à faire valoir. Mais on voit bien qu'effectivement, il y a quand même pas mal de procédures qui sont engagées, notamment sur l'éolien, et que la sécurité juridique n'est pas simple à obtenir. Concernant la neutralité des... En tout cas, c'est sûr. Allô? Oui, on vous entend. Parce qu'il y a... Oui, d'accord. Je suis surpris parce que avant justement de sortir de terre un parc éolien, il y a pas mal d'autorisations à prendre et du coup, oui, je suis assez surpris parce que un parc éolien, ça dépend du nombre des éoliennes, mais c'est 1 mégawatt, une éolienne qui produit 1 mégawatt, c'est 1 million d'euros. Donc, bon, Oui, ouais. Je suivrai l'affaire, c'est intéressant. Vous êtes surpris par l'affaire de Merci. Valeco? Oui, l'affaire de Valeco, c'est assez exceptionnel, hein. C'est la première fois que, enfin, c'est très rare, hein, mais c'est notamment la Ligue de protection des oiseaux et puis d'autres ligues en Occitanie qui, effectivement, on dit que des oiseaux appartenant à des espèces protégées auraient été tués par des turbines. Il se trouve aussi il y avait une histoire autour du permis de construire qui avait été un peu compliquée. Je ne vais pas là m'absentir, mais regardez, vous verrez, nous on a fait un papier, il y en a eu dans la presse locale, effectivement, c'est le tribunal judiciaire de Montpellier qui a pris cette décision il y a peu de temps, hein, c'était au mois de février. Et alors c'est une affaire, ça ne veut pas dire que ça va faire jurisprudence, etc. hein, mais là, c'est aller très loin. Et effectivement, c'est un sujet compliqué. Merci pour cette réponse. On va parler un peu de neutralité des journalistes et du traitement de l'information. C'est quand même un point assez important. Le journaliste qui couvre le dérèglement climatique, est-ce qu'il peut traiter ces questions en restant pleinement objectif? Sont-ils forcément engagés ou en tout cas plus engagés que les autres? Donc, peut-on finalement traiter d'écologie sans être militant ou du moins sans vouloir convaincre et convoyer une opinion? Alors là encore, il y a plusieurs choses. On peut être militant dans sa vie personnelle, mais après, quand on est au boulot, faire bien son boulot et oublier un peu sa casquette de militant pour aller aussi, je ne sais pas, je vais interviewer par exemple Total, qui a des arguments à défendre et avoir plusieurs sons de cloche. Sinon, on est juste militant. Si on est militant avant d'être journaliste, on fera très honnêtement mal son boulot, quel que soit le sujet. Un journaliste, il doit un peu oublier, il n'est pas complètement neutre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très difficile, la neutralité parfaite, c'est très compliqué. Mais quand même, il faut essayer d'être le plus honnête intellectuellement parlant. Et pour ça, vous pouvez très bien être militant sur ce que vous voulez dans votre vie perso, ça regarde que vous. Mais si dans vos articles, par exemple, vous allez du coup d'être militant en tapant votre article avant d'être journaliste, donc peut-être en n'allant pas interroger certaines personnes, certaines associations, certaines entreprises, là, vous faites mal votre boulot. C'est un problème, à mon avis. Et c'est un des problèmes, d'ailleurs, parce que les journalistes ont globalement une mauvaise presse. Hein. L'image des journalistes, des médias n'est pas franchement très bonne dans la société. On est assez en bas dans les sondages. Comment vous l'expliquez, d'ailleurs? Je pense qu'il y a plusieurs choses, mais moi, je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité des journalistes. Hein, aussi. Il y a une confusion qui a été faite. Parfois, il n'y a pas assez de vigilance dans les médias, quels que soient les secteurs, pour faire un travail sérieux. Quand vous vous contentez de reprendre, quand tout le monde reprend en boucle un communiqué de presse qui a été fait par une entreprise, une ONG ou qui vous voulez, pouf, en le prenant et en le signant comme si c'était un article, c'est pas un boulot de journaliste. Parce que du coup, là, il peut y avoir du lobbying, il peut y avoir des erreurs, et hop, parfois, ça fait fleurer, c'est le même communiqué, pour peu qu'il soit repris par une agence de presse un peu trop vite. Et du coup, tout le monde va reprendre et tout le monde va diffuser les mêmes informations qui ne sont pas vérifiées, qui sont fausses. Donc, les journalistes ont fait des erreurs, ils ont souvent un peu de mal à reconnaître leurs erreurs, je pense. Il faut bien reconnaître qu'il y en a eu. Donc, du coup, ça ne donne pas une bonne impression des médias.
il y a une confusion, il y a dans les médias, il y a tout, hein, un peu comme dans toutes les professions. Il y a des bons médecins et des mauvais médecins, il y a des bons journalistes et des mauvais journalistes, des médias sérieux et des médias pas sérieux. Il y a un peu de tout. C'est souvent difficile de faire la part du bon grain et de l'ivraie. Et c'est vrai que ça a créé une confusion qui fait qu'aujourd'hui, du coup, on résume beaucoup aussi pour les gens quand ils pensent journalistes. Le grand public, souvent, ils pensent que les journalistes des chaînes télé, de l'info en continu. Il n'y a pas Exactement. que ça. Mais effectivement, c'est un peu l'image, c'est BFM, c'est tout de suite, on est sur le terrain et on va vite, il faut une actu par jour parce qu'il faut aussi faire de l'audience. C'est vrai qu'il y a un problème d'audience pour ces chaînes d'information. Elles vivent de modèles publicitaires, donc il faut qu'elles vendent des pubs. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui regardent et donc pour ça, il faut faire de l'audience. Donc, c'est un peu le show permanent. Donc, il faut tous les jours des actus fortes, quitte à pousser un peu certaines infos parce que voilà, ça plaît, ça marche. Donc, on va pousser certaines infos au détriment de d'autres. Bah, tout ça, c'est pas très sain, hein. Alors, il y a quand même, voilà, le journalisme militant existe, ça Mhm. c'est indéniable. Mais c'est pas un Euh, problème, je pense, s'il le dit. Je veux dire, c'est normal qu'il y ait du voilà, journalisme militant, mais il faut juste le reconnaître. On peut très bien faire du bon journalisme militant, mais il faut juste avoir l'honnêteté de dire, bah voilà, on est militant et c'est pas un problème à ce moment-là, je trouve. Le problème, c'est quand on quand on ne le dit pas, quand c'est du militantisme caché. Ça, c'est plus gênant. tout à fait, tout à fait. Euh, D'ailleurs, parfois, le journaliste est perçu comme un lobbyiste. Alors, comment on évite les conflits d'intérêts, selon vous? Comment vous traitez-vous d'ailleurs cette question chez Green Univer en tant que média indépendant? Des conflits d'intérêts que peuvent avoir, vous voulez dire, les journalistes? Oui, oui. Nous, chez nous, il n'y a pas trop, on n'a pas trop le problème. On essaye, nous, on parle des entreprises de la transition énergétique, on parle des marchés de la transition énergétique. Donc, Hmm. on n'est pas totalement neutre, au sens que ce sont les marchés qui nous intéressent et que nos abonnés qui nous font vivre sont des entreprises essentiellement de ces secteurs ou des gens qui envisagent d'y aller, donc qui se renseignent sur ces secteurs-là. Donc, c'est bon, la neutralité parfaite dont on parlait tout à l'heure. Hmm. En ce sens-là, vous voyez, on ne l'a pas tout à fait, il faut bien être honnête. Après, on essaye, bah, par exemple, on va aussi aller interviewer, on a fait il y a quelque temps, on avait fait une interview qui a bien marché d'ailleurs d'un député qui est assez anti-ENR et notamment anti-éolien, mais qui se bat beaucoup au Parlement, qui a fait des rapports, qui a fait des tas de choses. Bah, notre parti pris n'est pas de dire on l'ignore parce que voilà, non, on avait fait une interview de lui pour lui demander quels sont ses arguments. On donne aussi la parole quand on peut, on appelle aussi Hmm. des ONG pour voir aussi leurs arguments, même quand elles sont contre un parc éolien. On essaye d'être le plus objectif et de prendre du recul. Ouais. D'avoir la pluralité des points de vue. La pluralité des points de vue, Ouais. absolument. Mais les conflits d'intérêts, ça arrive dans certains, oui, mais chez nous, pas énormément. C'est vrai que notre modèle est assez simple, le modèle économique. On ne dépend pas de la publicité. C'est-à-dire, on n'a pas un annonceur, Hmm. comme l'ont fait certains annonceurs pour d'autres médias beaucoup plus grands que nous, qui ont dit l'article m'a pas plu, je coupe tous les budgets publicitaires chez vous. Quand c'est Bernard Arnault qui dit ça, c'est sûr que ça fait un peu mal de ne plus avoir les pubs de LVMH. Euh, voilà, le modèle par abonnement, parce qu'à la limite, même si vous avez un abonné qui vous dit je ne suis pas content, j'arrête mon abonnement, bon, c'est qu'un abonné, donc vous n'avez pas coulé à cause de ça. Donc ça vous donne une indépendance, Ouais. effectivement, qui est plus forte pour tous les médias par abonnement. C'est ce qu'il y a de plus sain, je pense. Alors, Grégory pose une question très intéressante. Quelle est votre analyse du travail de Jean-Marc Jancovici et plus largement de Carbone 4 d'ailleurs? Pour vous, Jean-Marc Jancovici serait un expert, un lobbyiste, simplement un professeur? Comment vous analysez Ah, alors c'est devenu la nouvelle star, Jancovici. J'aurais tendance à dire un expert parce qu'il connaît bien les sujets. Après, il a un point de vue et il défend ses arguments. Lui, il est pour la transition, quitte à le dramatiser même un petit peu. Mais en revanche, lui, il est pro-nucléaire. Donc après, on peut discuter effectivement sur ces arguments. On a essayé de lui proposer, il y a quelque temps, de faire un débat justement avec un développeur ENR pour confronter les deux points de vue, mais il nous a dit qu'il n'avait pas le temps et que voilà, il savait ce que ça allait donner. Enfin, il a décliné. Dommage parce que ça nous intéressait justement de lui donner la parole avec un développeur pour avoir le côté contradictoire.
parce que dans ces arguments, en fonction, il y a ceux qui vont adhérer, qui vont dire effectivement le nucléaire, on l'a, donc autant en profiter pour lutter contre le réchauffement climatique. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas du tout le même point de vue. Bon, d'ailleurs, on avait essayé de l'inviter aussi pour Il les a cafés décliné débats. aussi. Il a décliné. Ben, Ouais, c'est ouais. c'est dommage. Ça aurait été très intéressant d'avoir ce débat. Ok. Alors, parlons maintenant de la couverture des sujets climatiques par les médias. On va sortir un petit peu, voilà, on va élargir le débat au-delà de Green Universe. Pour vous, est-ce que la question climatique est-elle suffisamment et correctement couverte par les médias traditionnels? Je pense qu'il y a eu de gros efforts qui ont été faits, disons depuis 2-3 ans. C'était pas forcément très couvert. Et depuis 2-3 ans, il y a pas mal de médias qui ont ajouté des rubriques, pages, planète, environnement. Donc, j'ai l'impression que ça s'améliore un peu dans les médias traditionnels. Effectivement, on s'intéresse plus aux questions d'écologie, d'environnement, comme dans la société en général. C'est un mouvement général, hein. On voit les résultats des élections, les scores Mhm. des écologistes qui ont beaucoup progressé. Donc, je pense qu'il y a pas mal de médias, effectivement, qui aujourd'hui font une part plus importante, effectivement, à ces sujets environnement. Je dirais que ça s'améliore. D'accord. Concernant les fake news, on en a parlé encore tout à l'heure. Bon, c'est clairement un objectif affiché, en tout cas par le gouvernement, pour lutter contre. D'abord, comment est-ce que vous définissez une fake news et comment lutter contre? Alors ça, c'est très compliqué. Comment on la définit? Une fake news, il y en a dans tous les domaines, mais dans l'écologie comme dans le reste, une fake news, avec Trump, on a atteint un sommet en voyant effectivement qu'un président des États-Unis pouvait balancer à peu près n'importe quoi. Et voilà, c'était repris, amplifié, c'était des fake news. Donc, il y en a aussi en ce qui concerne l'environnement. Effectivement, dans les influences que les uns et les autres essayent d'avoir pour ou contre certaines énergies. Comment lutter contre? C'est vrai que c'est un vrai boulot. Vous savez que dans les rédactions, d'ailleurs, les équipes qui ont été le plus étoffées ces derniers temps, c'est justement les équipes qui vérifient les news. On est arrivé à un système dingue où dans des rédactions comme Libé, comme Le Monde, même à l'AFP, il y a partout maintenant des services pour vérifier les news et faire de la contre-enquête sur, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, ça a pris une ampleur dingue pendant 3 jours, et puis après ça a disparu. En fait, voilà, on est revenu à la source, et non, ce qu'on vous avait dit, c'était faux. C'était juste faux, on vous a dit n'importe quoi. Et donc, c'est important d'être vigilant et de faire ce travail de Hmm. vérification. Alors, souvent, il se fait a posteriori, donc voilà, le C'est feu, le compliqué. feu a déjà pris quand on fait le Ouais. boulot. Et ça, du coup, c'est compliqué. Mais je pense que c'est capital et qu'il y a aussi, je pense, un vrai travail de pédagogie à faire. Il y a un travail de pédagogie à faire avec les enfants, avec les plus jeunes, pour expliquer c'est quoi l'information. Justement, ce que vous disiez, moi, j'avais discuté avec une stagiaire dans une entreprise il y a un an. Elle me disait qu'elle lisait beaucoup. Mais je lui ai demandé, mais ce que tu lis, c'est quoi? C'est quel journaux, quelle source? Elle était incapable de me répondre parce qu'aujourd'hui, on est tous devant nos écrans, ça va très vite. On Hmm. picore de On est l'information à noyé. droite, à Oui. gauche. On est noyé, on peut passer d'un site sérieux qui a des informations tout à fait sérieuses, crédibles, à quelque chose pas du tout. Et du coup, il va y avoir une confusion totale. Et je pense que c'est important d'alerter notamment les jeunes, pour qui c'est devenu le mode de consommation numéro un de l'information, de les alerter sur le fait, mais regardez où vous prenez vos informations, parce que sinon, vous allez croire tout et n'importe quoi, et ça peut être dramatique, y compris pour nos démocraties. Donc, je pense que la pédagogie, le côté, il y a une association qui s'est créée où des journalistes vont dans des écoles pour expliquer justement comment faire attention. En gros, lisez ce que vous voulez, mais sachez repérer d'où vient l'info. Et Hmm. ça, je pense que c'est effectivement très important. Ouais, c'est la question de la crédibilité finalement de la source. Oui, sur lequel il faut être Oui, particulièrement vigilant. Et d'ailleurs, quand on oui. voit, quand on regarde particulièrement le domaine des ENR, les fausses nouvelles, les idées reçues, voilà, sont extrêmement nombreuses, hein. Il suffit de naviguer sur Internet pour voir les panneaux solaires nécessitent des terres rares, 100% d'énergie renouvelable, c'est impossible car c'était intermittent.
les panneaux solaires ne Ouais. sont pas recyclables et polluent. Enfin bon, je pourrais vous faire une liste absolument colossale. Qu'est-ce que vous répondez d'ailleurs à ces affirmations, vous, est-ce que vous les traitez dans vos colonnes ou pas? Non, non, enfin, en général, on les traite pas parce que ça, c'est des trucs, enfin, nous, alors on peut traiter parfois, on a eu traité, des rapports justement sur les véhicules électriques, où il y avait vraiment des choses assez, contradictoires. Donc ça, on a essayé de faire notre boulot, de voir, bah, de faire la part des choses, d'apporter des informations sur ce qui était sérieux dans ces rapports et ce qui l'était moins. Sinon effectivement, les fake news, parce que nous, on s'adresse aux professionnels, donc C'est pas les pareil. professionnels, ils savent. En Mm. revanche, effectivement, le grand public peut complètement se mener en bateau quand on lui dit, bah, je sais pas, moi, le solaire, effectivement, ça coûte très cher, alors que les prix ont chuté dans des proportions Tout à fait. extrêmement importantes. Mais il y a encore des gens qui vont penser que c'est très cher, que c'est pas du tout rentable, qu'investir dans des panneaux solaires, c'est une hérésie, et que effectivement, bah, investissons plutôt dans le nucléaire parce que c'est plus sûr, c'est pas intermittent, et cetera, et cetera. Donc, Alors j'ai envie de vous dire, bah, comment on dit la vérité? Comment on bah, rétablit la c'est vérité? toujours pareil. C'est vrai que c'est important sur l'énergie parce que l'énergie, c'est quand même fondamental pour nos sociétés, c'est Bien sûr. fondamental pour tout. Donc c'est vrai que c'est important. Je crois que la moindre des honnêtetés veut dire aucune énergie n'est sans défaut, évidemment. L'énergie, par définition, bah, c'est pas si simple. Et même le solaire, effectivement, c'est des panneaux qui, la plupart du temps, viennent de Chine, où ils sont fabriqués dans des conditions qui sont pas toujours fantastiques, où le Mhm. travail des enfants ou autre, hein. Donc il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais après, il faut faire un peu l'échelle des choses. Il y a ça pour les énergies renouvelables. C'est vrai que certains, on peut trouver qu'un parc éolien, bon, vis-à-vis du paysage, bon, ok. Mais les alternatives, c'est quoi? C'est le charbon, c'est le pétrole, c'est le nucléaire. Personnellement, je pense que les défauts sont beaucoup plus importants et les risques que ça peut peser, parce que le nucléaire, quand on en parle effectivement aujourd'hui en disant continuons sur le nucléaire, oui, mais enfin, on a le problème des déchets, on a le problème, on a vu quand même Fukushima, ce qui s'est passé, ça a été quand même absolument dramatique. Donc, il y a un problème de sécurité avec le nucléaire. On voit bien, quand on nous parle du prix du nucléaire, que les nouveaux EPR, à part celui de Chine, d'EDF, les autres, on les attend toujours. Enfin, là encore, il faut prendre un peu toutes les choses. Alors, oui, moi, je ne dis pas que les ENR ont zéro défaut, effectivement, oui, c'est pas vrai, on peut en discuter, mais voyons un peu quelles sont les alternatives et quels sont les problèmes que chaque énergie peut engendrer. Mais pourquoi les grands médias ne posent-ils pas justement la question que vous venez de poser? En Bah, toute je ne franchise. sais, je, je sais pas, pourtant c'est vrai qu'ils s'intéressent de plus en plus à l'énergie. Alors si, ils s'y intéressent, maintenant on est quand même dans un mouvement, je crois que tout le monde dit effectivement, bon, les centrales à charbon, le pétrole, ça je crois que après, bah, parfois, il y a des articles qui sont faits trop vite. Mais effectivement, ça demande de la pédagogie. Ça ne se vend pas toujours assez, hein, ce type d'article où on va vous dire, bon, bah, Bah, soyons, c'est sexy. déjà, commençons par faire la base. Et puis, effectivement, faisons la base de toutes les énergies, comparons un peu, essayons d'être rigoureux pour chacune. Alors, il y en a qui le font, hein, mais c'est vrai que c'est pas toujours suffisamment fait. Ok, merci pour cette réponse. Euh, pour vous, là, quelles sont les actualités majeures de ce moment et de l'année 2020? Parce que bon, si j'en prends trois, par exemple, il y a le projet Hercule, il y a l'hydrogène et il y a le Green Deal. Comment est-ce que vous traitez, vous, tous ces sujets? Comment vous les percevez aussi en tant que citoyenne? Euh, euh, oui, surtout que bon, par rapport à Hercule, bon, que tout le monde soit au courant, ça consiste à démanteler quand même EDF en trois entités distinctes. Euh, donc il y en a certains qui disent que eh bien on va privatiser les branches rentables et on va nationaliser les branches qui ne le sont pas. Donc voilà, comment est-ce que vous percevez les choses? Alors, bah, d'abord, nous, on en parle effectivement des trois. Alors, Hercule, on ne parle pas de tout parce que nous, on ne parle pas du nucléaire. En fait, ce n'est pas dans notre champ de transition énergétique. Alors, la question nous a été posée, d'ailleurs, surtout au début, en disant, mais pourquoi vous ne parlez pas du nucléaire? Parce qu'il n'y a pas d'émission de CO2. Oui, d'accord, mais nous, on a dit, on parle de ce qui est renouvelable, ce qui n'est pas franchement le cas du nucléaire. Donc, voilà, après,
On a eu plusieurs fois, on l'a de moins en moins, mais on avait eu au départ plusieurs fois la question pourquoi vous n'incluez pas l'énergie nucléaire dans les énergies propres. Donc, bien de nous, c'est le renouvelable. Donc Hercule, on parle surtout, nous, de ce qui peut concerner la transition énergétique, effectivement, une partie de ce que vous avez évoqué. Alors l'hydrogène, c'est le mantra du moment, donc on ne peut pas y Oui. échapper. Donc, il y a des projets dans tous les sens, il y a énormément d'argent, 7,5 milliards pour la France qui ont été annoncés. Donc, l'hydrogène, c'est clair, tout le monde s'y met. Ça, on en parle énormément. Alors, parfois, justement, on se pose la question, l'autre jour, on se posait la question avec la rédaction, avec les journalistes, de se dire, il ne faut pas non plus qu'on en parle trop. Donc, parce que il y a aussi est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode? De temps en temps, on essaye de se poser et de se dire, est-ce qu'il faut qu'on en parle autant? Parce que, par exemple, il y a quelques années, il y a un projet dont on avait énormément parlé, qui était le projet Desertec, hein, je ne sais pas si vous avez ça en tête, qui était un vaste projet mené par des gens sérieux, hein, notamment des industriels allemands, et qui consistait à installer des tas de centrales solaires géantes dans le nord de l'Afrique, Moyen-Orient, pour alimenter l'Europe en électricité. D'accord, oui. C'était un truc dit comme ça, c'est pharaonique, mais il y avait des boîtes très sérieuses derrière, des Siemens, des gens extrêmement sérieux. Donc, on en a parlé, c'était effectivement. Et tout ça, finalement, malgré toutes ces entreprises sérieuses, ça a fait un flop, ça n'a pas marché pour des raisons notamment géopolitiques, financières, etc. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui. Ouais. Et donc, on se disait, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour que l'hydrogène aussi, avec des projets qui vous expliquent qu'il va falloir faire des tas de centrales solaires en Espagne ou ailleurs pour produire de l'hydrogène vert, est-ce qu'on ne s'enthousiasme pas un peu trop? On s'est posé la question et du coup, parfois, on essaye de se dire, essayons de raison garder par rapport à vous rencontrez des gens, des entrepreneurs qui sont en plein enthousiasme sur l'hydrogène. Alors, ils ont peut-être raison. Non, franchement, on n'en sait rien à l'heure d'aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des opportunités. Mais jusqu'où ça ira, c'est compliqué de se dire, et nous, quelle part on accorde à ce sujet-là dans notre média, au détriment d'autres sujets. Quelqu'un faisait la remarque sur les économies d'énergie. Bah oui, c'est capital les économies d'énergie, c'est vrai, mais c'est parfois moins visible. Donc on essaye quand même de garder, mais c'est vrai que parfois on n'y arrive pas forcément. Et le Green Deal, bah oui, ça on en a évidemment pas mal parlé. Ça c'est beaucoup d'argent qui arrive. Ça fait partie effectivement des sujets très forts du moment. Nous, ça fait complètement partie de nos sujets. C'est clair qu'on a bien vu, on voit bien quand même par rapport au moment où on a créé le média, où on a créé Green Univers, et maintenant, on voit bien l'évolution et on voit bien que ce qu'à l'époque était quand même pas mainstream, maintenant est devenu une évidence que oui, il faut faire la transition énergétique parce que sinon, quelle planète on va laisser aux générations qui viennent? Mais pour le Green Deal, vous diriez que c'est de l'affichage marketing, à la limite de la récupération politique, ou vraiment une réelle ambition de nos gouvernants? Je pense qu'au niveau européen, il y a quand même pas mal d'argent qui est mis. Alors, on peut toujours trouver que ça va pas assez loin. C'est vrai. On peut toujours se dire, on pourrait aller plus loin. Mais quand même, il y a pas mal d'argent qui est mis pour faire avancer un certain nombre de Mmh. secteurs dans la voie de la transition. Il y a quand même un effort financier qui est quand même assez spectaculaire. Alors après, il va falloir voir comment tout ça se décline sur le terrain. Évidemment qu'il y a de la récupération politique, bien sûr, comme l'écologie est venue à la mode, évidemment que tout le monde essaye de récupérer et certains qui ne s'y intéressaient pas du tout aujourd'hui en deviennent d'ardents avocats de cette cause. Mais quand même, globalement, je trouve qu'il y a je regardais ce matin, par exemple, Bercy, le ministère de l'économie a créé un site sur France Relance. Vous pouvez suivre tous les projets industriels qui ont été aidés, savoir combien ils ont reçu et pour faire quoi. Et on voit bien qu'il y a quand même de l'argent qui, très concrètement, commence à être apporté à des entreprises pour verdir l'industrie, en l'occurrence, pour faire plus d'efficacité énergétique. Donc, c'est pas uniquement de l'affichage, il y a quand même des réalités derrière, importantes. Donc pour vous, Après, moi, mon petit regret. Oui, pardon. Ah pardon, c'est Non, je moi qui disais, vous ai coupé. moi, je disais, mon petit regret, c'est que ce que je constate depuis 12 ans, c'est qu'on n'a pas été bon du tout en France pour tout ce qui est l'industrie de la transition énergétique. On a des boîtes, beaucoup de services, on a des boîtes tech,
Mais malheureusement, on n'a pas été les seuls, hein, mais les panneaux solaires, alors aujourd'hui, il y a une tentative pour réindustrialiser, pour retrouver des usines, pour éviter de faire venir tout ça d'Asie. Sur l'hydrogène, c'est un des enjeux aussi, avec les électrolyseurs et autres. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment réussi à faire des champions industriels de la transition énergétique. Et ça, c'est un peu dommage. On a vu plusieurs disparitions de boîtes tech qui avaient pris un bon départ et qui malheureusement se sont crachées. Notamment dans les panneaux solaires. Notamment, oui, ou dans les trackers, ou dans pas mal de domaines, ou qui sont passés sous pavillon étranger. Ouais. Merci. Alors, là, on va parler un peu de sensibilisation. Finalement, comment sensibiliser les citoyens donc, aux questions climatiques. D'après une étude menée par l'association Place to Be, l'image de l'ours blanc que on a tous un peu en tête, hein, naufragé sur la banquise, a fait son temps. Donc ce type d'image choc ne sensibilise pas efficacement au changement climatique. Donc, est-ce que le message écologique à destination du grand public ne devrait-il pas se renouveler? Oui, vous avez raison, je pense qu'il faut renouveler et je pense qu'il faut voir les sujets qui vont devenir dans les 3 sujets, vous disiez de 2020, il y en a un, et moi en tant que citoyenne et professionnelle qui aussi m'interpelle, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est le sujet du numérique. On a vu en Tout à fait. 2020, on a été sauvés par le numérique, il faut bien reconnaître. On Tout a pu à fait. continuer à travailler parce qu'on avait alors, Teams, Zoom, et cetera, Meet, et ça a été heureusement qu'on avait les réseaux parce que sinon, c'était déjà pas joyeux, mais ça aurait été catastrophique. Et en même temps, le numérique, c'est quand même pas mal d'émissions de CO2, hein. C'est quand même, il faut avoir ça en tête. Donc quand on voit, je pense que justement ça va prendre de l'ampleur. Je vois pas comment on arrêterait le Mmh. mouvement, mais il faut être conscient qu'il va falloir qu'on verdisse un peu tout ça parce que sinon le numérique, ça va devenir un sacré problème aussi pour la planète. Donc il faudrait pas qu'en occultant ce secteur qui est croissant, qui est hyper utile, qui, tout le monde se jette dessus, il ne faut pas qu'on oublie qu'il a aussi quand même un petit défaut en termes d'émissions de CO2. Donc, je pense que c'est un des gros sujets auxquels il faut s'atteler. Et après, pour ce qui est de renouveler, effectivement, oui, si l'ours sur la planète, malheureusement, parce que c'est quand même dramatique, si ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce qu'effectivement, on a bien montré, je pense que peut-être que les gens vont être plus conscients quand ils voient quand même les effets déjà perçus, pas si loin que ça de chez eux, avec des phénomènes climatiques de plus en plus intenses Tout à fait. qui se produisaient pas avant. Peut-être que là, ils prennent conscience que c'est pas seulement dans 50 ans, dans un siècle, que ça va aller vite. Et peut-être qu'aussi la crise Covid, on a vu quand même que peut-être que si la biodiversité avait été un peu plus préservée, s'il y avait eu un peu plus d'attention à l'environnement, on a un peu l'impression en ce moment, on a différentes crises, on se dit tiens, la planète est en train de nous dire qu'elle avait été bien malmenée, mais que là, il y a un prix à payer. On l'avait un peu oublié. Mmh. Donc je me dis que si les gens ont perçu ça et s'il peut y avoir un effet entre guillemets un peu positif du crise Covid, de se dire bah oui, on n'a peut-être pas fait attention à l'environnement, il y a peut-être des animaux qui auraient jamais dû rentrer en contact avec les humains, qui sont entrés en contact et ça nous a provoqué ce qu'on a connu. Donc faisons plus attention à notre environnement, à la planète, à la biodiversité, soyons plus respectueux parce que sinon on voit un peu les dégâts que ça peut poser, ça risque d'aller croissant. Tout à fait. Donc les médias finalement ne sont pas du tout le seul acteur finalement dans la sensibilisation du grand public, qui peuvent sensibiliser et surtout mobiliser les citoyens, hein. Aujourd'hui, on a de nouveaux acteurs, canaux type blogueurs, youtubeurs, influenceurs, ONG, des PME comme nous d'ailleurs aussi, hein, comme moi au travers de ce café débat. Mais comment finalement donner une vision positive, engageante et motivante à l'écologie? C'est vrai que c'est un vrai sujet, pas faire de l'écologie punitive C'est effectivement, ça. comme, disait une ancienne ministre de l'environnement. Effectivement, il faut montrer que, parfois c'est je sais pas, d'expliquer aux gens que enfin moi je pense aussi que à la fois il y a les gros investissements mais il faut aussi que tout le monde s'y mette, que tout le monde fasse de petits efforts et que, c'est pas non plus forcément si compliqué que ça de faire des petits efforts. Si c'est
si on voit l'amélioration qu'il peut y avoir derrière, d'un meilleur cadre de vie, quand on voit par exemple la pollution de l'air, le nombre de morts, il y a des études qui sortent, mais c'est absolument terrible, le nombre de décès dus à la pollution de l'air. Je ne sais pas si les gens en ont bien conscience, mais ça, effectivement, quelque part, c'est, je pense, un scandale dont les médias grand public feraient bien de s'emparer, parce que c'est presque autant que le Covid, voire beaucoup plus, parce que c'est sur des années. Donc, je pense que c'est des sujets, effectivement, il faut bien que les gens comprennent que si on fait rien, ça risque d'être dramatique. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus noircir, parce que si les gens ont l'impression qu'on les punit, qu'on leur empêche de tout faire, il faut garder un côté quand même un peu positif, de faire différemment, et puis qu'il y aura aussi des bienfaits, que c'est important. Puis c'est d'autres valeurs à avoir aussi dans la vie, mais je reconnais que ce n'est pas simple à faire passer. Oui, notamment le localisme. Ouais, ouais, notamment. On a bien vu, alors tout ce qui est local au moment de crise Covid, tout le monde, ça a été fantastique pendant quelques semaines, on redécouvrait des gens, et puis ça n'a pas duré, malheureusement. On redécouvrait les producteurs locaux et C'est c'était ça. très bien, ça leur faisait, c'était malheureusement, c'est comme le premier confinement, tout le monde parlait le monde d'après, et cetera. Puis tout ça, c'est terminé. Au deuxième, troisième confinement, on n'en parle plus. On a l'impression que les gens aspirent juste à tout de suite à reprendre ce qu'ils avaient avant. C'est un peu triste, hein. J'espère que ce ne sera pas tout à fait le cas quand même, hein, et que Non. des réformes pourront être faites et que des boîtes comme Watt qui proposent des solutions intéressantes, que tout ça pourra se développer, continuer à se développer. Il y a de plus en plus de scientifiques qui se mobilisent en faveur de l'éducation aux enjeux climatiques. Quelle place finalement réserver à l'enseignement du changement climatique dans nos lycées, collèges et écoles? On parlait tout à l'heure, on a abordé légèrement cette question, mais j'aimerais qu'on l'approfondisse un petit peu. Ah bah ça, je suis d'accord, je pense que c'est très important, c'est un mouvement récent. On aurait dû le faire bien avant, mais bon, tant pis, hein, on va y aller maintenant. Mais je pense que c'est très important, effectivement, que dans les écoles, on sensibilise le plus possible, effectivement. Oui, oui, ça c'est clair, il faut absolument intégrer ça. Je pense que, moi, à titre personnel, je pense que ça serait aussi bien, justement, que, alors, on va pas faire des cours théoriques sur, il faut les faire, il faut expliquer, mais c'est bien aussi peut-être de mettre en contact, ça serait bien, les enfants, avec des ONG, avec des gens qui font des Mmh. choses sur le terrain, montrer qu'il y a des bonnes pratiques, montrer aussi qu'il faut des entreprises pour ça, parce que souvent les entreprises, par exemple pour les journalistes de l'environnement, souvent, qui dit entreprise, c'est absolument honni, parce que voilà, on n'est pas du côté des entreprises, mais il en faut bien aussi pour apporter des solutions. Donc, toutes les entreprises ne sont pas de méchants groupes pétroliers qui polluent la planète, hein. Donc, je pense que ça serait bien aussi que dans les écoles, on puisse Mmh. avoir, oui, aussi des dirigeants d'entreprise qui viennent expliquer, on a créé aussi des produits, c'est très concret, et voilà, et ça permet de faire ça. Et puis, des ONG qui font des choses sur le terrain, tout ce travail de sensibilisation, mais le plus concret possible, et d'avoir plus d'interaction, effectivement, de manière générale, entre le monde de l'école, les associations, les politiques, les professionnels, pour intégrer ça dans la cité au sens grec, Tout à fait. qu'il y ait des échanges entre tout le monde. Tout à fait. Mais Un peu, c'est peut-être un peu utopiste, ça, mais bon, non, on peut mais l'être non, dans non, les mais cafés. il faut même, il faut. Mais c'est un peu d'ailleurs, c'est un peu le même esprit que les cafés débats, hein, c'est la même chose. Oui, Hem, oui, mais tout à fait, mais c'est très bien ce que vous faites. C'est très bien d'inviter, effectivement. Il faut que le message passe par tous les moyens. C'est vrai que les journalistes n'ont pas, c'est fini, hein, ils n'ont pas ils sont pas les seuls à diffuser. Donc, il faut qu'il y ait des relais différents. Et c'est effectivement, c'est complémentaire. important. Tout ça est complémentaire, oui. Ouais. Alors on va conclure par 2 petites questions. Hem, Quelles seraient vos 3 actions si vous étiez ministre de l'écologie? Aïe, 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 pas aïe, oui. facile, pas facile. Je vise pas le poste, hein. Et dans le domaine des ENR, si vous aviez, quelle certitude avez-vous, auquel vous croyez vraiment au plus profond de vous, mais qui malheureusement n'est pas, partagée par les gens qui vous entourent? Alors bon, si je devais être ministre, il y a un côté, c'est vrai, on le dit toujours, mais alors ça c'est général, c'est transverse, mais quand même plus de simplification, parce que quand on voit, nous qui traitons des appels à projets, des réglementations, enfin, on voit que c'est quand même extrêmement compliqué. Je sais que c'est une demande des entreprises, mais c'est pas faux. Parfois, il faut relire les textes 3 fois pour comprendre, en faire l'exégèse, et appeler 3 ou 4 avocats, parce que
Essayer de faire des choses plus simples de manière générale, je pense que ça serait vraiment Ouais. bien. Après, moi, il y a une cause qui, à titre personnel, c'est mieux traiter les animaux, parce que je trouve qu'il n'y a pas de ministère des animaux, mais que souvent, on a vu des élevages où ça fait absolument peur. Je pense que c'est catastrophique pour la planète, mais que c'est aussi d'avoir un peu plus de respect pour les animaux et avoir un droit pour les animaux, enfin avoir plus de choses dans ce domaine. Si j'étais ministre, c'est un domaine que je pousserais dans le vaste domaine, le champ de l'environnement. Et dans les ENR, quelque chose qui ne serait pas partagé, bah, je dois dire que l'éolien, j'ai beau l'éolien terrestre parfois expliquer à certains que je trouve que bah, c'est un peu, voilà, c'est aussi Don Quichotte, c'est les nouveaux moulins à vent. Parfois, j'ai un peu de mal à convaincre certains que bah, les éoliennes, c'est-à-dire on me dit oui, moi j'habite à Paris pour mon boulot, on me dit oui, vu de Paris, l'éolien terrestre, c'est très bien, mais nous où on est, c'est un peu moins bien. Ça, c'est un domaine où j'essaye de dire, mais si vous aviez une centrale à charbon, un puits de pétrole ou une centrale nucléaire, ça serait bien pire. Mais parfois, c'est le sujet où effectivement, je vois bien, quand je vais voir ma famille en province, qu'il y a des résistances. On ne peut Il y a pas le dire. plus, il y a plus de consensus sur le solaire, d'après vous? Oui, oui, parce que, alors, sauf si on parle de grandes centrales solaires avec là où il y a un problème de foncier, mais le solaire, je pense que oui, que là, il y a plus de consensus sur le solaire. Oui, et puis le solaire, il peut y avoir aussi l'autoconsommation, tout ça, donc il y a une appropriation. Donc je pense que c'est moins touchy. C'est vraiment sur l'éolien terrestre. Nous, les papiers qu'on fait sur le solaire, on n'a jamais vu des réactions sur les réseaux sociaux comme on peut le voir sur l'éolien terrestre. Et en tout cas, un grand merci. Voilà, le café débat touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Merci de nous avoir suivis pendant cette heure. Le replay sera disponible bien soit demain, soit maximum après-demain. On va faire notre possible pour qu'il soit disponible le plus vite. Patricia, très bonne soirée à vous. Merci, merci beaucoup David, merci pour l'invitation et franchement je trouve ça très bien ce que vous faites, donc bah, continuez, bonne continuation parce que c'est bien d'inviter, de faire ça, bravo. Et on vous réinvitera avec grand plaisir. Merci, bonne soirée, au revoir. Très bonne soirée à tous. Au revoir.